Eh bien salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas? Voilà, je suis de retour. Je reviens d'une période intensive là, les études, le boulot hyper intensif. Donc vraiment c'est à peine si j'ai réussi à sortir un atelier pour les personnes voilà, qui consomment mes ateliers, la version payante de mes contenus finalement voilà. C'est à peine si j'ai réussi à sortir encore un atelier ce mois-ci, donc pour vous dire à quel point c'était vraiment hardcore cette semaine, ce mois-ci plutôt. Et bah, j'espère être de retour pour de bon, voilà, et pouvoir ressortir des vidéos à un rythme régulier. Si tu débarques sur cette chaîne YouTube, sache que bah, voilà, ici on parle neurodivergence, on parle autisme, on parle différence invisible, etc., etc., tous ces sujets-là. Donc si ça t'intéresse, il y a plein de vidéos déjà disponibles sur la chaîne, donc va checker tout ça, abonne-toi, fais-toi un petit kiff et rejoins-nous pour discuter sur Facebook, c'est le deuxième lien dans la description. T'as aussi un e-book voilà, où j'ai créé un petit guide en fait gratuit où vous pouvez voilà, voir un peu quelques astuces que j'ai mises en place dans ma vie pour mieux vivre ma différence. C'est le premier lien dans la description, voilà pour l'introduction. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'un truc qui touche absolument toutes les personnes dans le spectre je pense. C'est vraiment faire la différence entre comment fonctionnent les personnes autistes et comment fonctionnent les personnes neurotypiques, les personnes entre guillemets, gros guillemets bien sûr, normales. Voilà. Et je vous ai répertorié en fait trois grands traits en fait de l'autisme sur lesquels les neurotypiques qui n'y connaissent rien finalement auront tendance à dire oui mais moi aussi j'ai ça, pourtant je suis pas autiste, mais moi aussi j'ai ça, mais ça fait pas de moi une personne handicapée, moi aussi j'ai ça et pourtant blablabla. Je pense que quand on a un autiste et qu'on a un entourage qui est pas trop au courant et qui est pas très informé, on peut très vite se reconnaître dans ce que je viens de raconter et c'est en fait à ça que s'adresse cette vidéo, pour qu'on fasse plus d'informations à ce sujet, pour qu'on fasse mieux comprendre à tout le monde, que ce soit d'ailleurs pour les neurotypiques et pour les neurodivergents qui peut-être découvrent le truc, etc. Cette vidéo s'adresse aussi aux personnes qui s'y connaissent très bien mais qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'entendre quelqu'un parler de leurs difficultés en mode ah on se comprend, voilà. Voilà, et puis bah c'est parti les amis, on rentre dans la vidéo et bah j'espère que ça vous intéresserait autant que moi ça m'intéresse de parler de ces sujets et c'est parti. Alors le premier truc que j'ai noté c'est la sensibilité au bruit et plus généralement à tout ce qui est les cinq sens, tous les stimuli désagréables qu'on peut ressentir via les cinq sens. Généralement quand les neurotypiques demandent aux autistes bah voilà qu'est-ce qui fait que t'es autiste, en fait finalement il y a certains autistes qui vont commencer par dire bah voilà par exemple je suis très intolérante au bruit et là bam la personne en face dit bah moi aussi tu me racontes quoi en fait, moi aussi je suis intolérante, je déteste le bruit, ça me dérange de travailler dans le bruit, je déteste quand il y a des travaux dans ma rue, etc. Ça fait pas de moi quelqu'un qui peut prétendre aux aides de l'État voilà, ou à la carte invalidité ou ce genre de choses. Donc je vais vous décrire un petit peu c'est quoi la véritable différence entre un autiste qui souffre du bruit et une personne neurotypique qui souffre du bruit pour potentiellement vous aider à mieux comprendre quel est l'enjeu en fait là-dedans. Chez un neurotypique, le bruit ça va être quoi? Ça va être un désagrément, ça va être le fait d'avoir un peu mal à la tête, parce que voilà là c'est relou là le bruit etc. Peut-être vous êtes dans un open space, il y a beaucoup de bruit parce que les gens parlent beaucoup etc. Et ça peut vous donner un petit peu des maux de crâne, c'est désagréable et ça peut provoquer du stress, voilà, parce que être tout le temps dans le bruit, par exemple je sais pas, vous vivez en grande ville, vous traversez la rue, c'est très bruyant, bon bah ça peut provoquer du stress et ça peut être vraiment très chiant, voilà. Sachant que parmi les neurotypiques, il y a des sensibilités très différentes au bruit. Par exemple, il y a des neurotypiques qui supporteraient pas d'aller dans un restaurant qui est très bruyant, d'autres qui n'y trouvent aucun inconvénient, voire qui aiment ça parce que ça veut dire que ça bouge, ça veut dire qu'il y a de la vie, etc. Bref, parmi les neurotypiques, encore une fois, il y a une très grande variété en fait de profils par rapport au bruit. Qu'est-ce qui va se passer en revanche parmi les neurodivergents et voilà, quel est le seuil en fait qui indique que ah oui, à partir de passer ce seuil là en fait ça devient en fait comment on dit ça, un signe autistique finalement. Je tiens aussi à dire tout de suite avant de rentrer dans cette partie là de la vidéo qu'il y a des autistes qui sont pas vraiment dérangés par le bruit. Il y en a, voilà. Moi j'ai déjà vu des autistes qui se promènent dans des endroits très bruyants et qui passent un très bon moment, voilà. Et j'ai envie de te dire, même moi, il m'arrive parfois d'aller dans des endroits bruyants et voilà, du fait que je suis très en forme ou que je suis très investie dans le truc que je suis en train de faire dans cet endroit là, je peux très bien vivre un endroit bruyant, voilà. C'est pas systématique, c'est pas parce que voilà, automatiquement t'es autiste donc t'es forcément, tu t'es censé faire une crise à chaque bruit qui te traverse
comme ça. Non, c'est absolument pas ça. Ce serait beaucoup trop simple en fait si la vie était faite comme ça. La vie est beaucoup plus complexe que ça. Et faut vraiment être conscient du fait que bah voilà, il y a les autistes sont pas tous aussi sensibles au bruit que ce que disent voilà les clichés. Voilà. Néanmoins, dans la plupart des cas, hein, dans même l'immense majorité des cas chez les personnes autistes, le bruit c'est un vrai problème et donc on va en parler maintenant de quels sont les symptômes en fait entre gros guillemets, encore une fois le mot symptôme n'est pas tout à fait adapté, mais quels sont les signes en fait qui montrent que c'est une hyperacousie qui est vraiment handicapante et qui justifie un diagnostic d'autisme. Donc le premier truc c'est que déjà un autiste qui est dans le bruit, il peut plus traiter les informations. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau d'un neurotypique? Le neurotypique il va peut-être travailler sur une tâche etc, et puis un bruit va le traverser et puis il va se dire oh c'est chiant, il va bougonner, oh ça m'empêche de me concentrer, c'est relou etc. Chez la personne autiste qui est particulièrement intolérante au bruit, ça va l'empêcher littéralement de travailler, ça va arrêter son cerveau, elle va complètement interrompre sa tâche et attendre que le bruit s'arrête parce qu'avec le bruit elle ne peut pas se concentrer. Et en plus quand une personne est interrompue par quelque chose, souvent elle a du mal à reprendre la tâche qu'elle était parce que son flux s'est arrêté, son flux de concentration s'est arrêté et du coup ça devient très difficile de reprendre la tâche une fois qu'elle a été interrompue. Ensuite, le bruit chez les autistes, et malheureusement ça me concerne, provoque des crises. Voilà. Et quand je dis des crises, voilà, c'est vraiment le bruit peut être tellement fatigant, tellement stressant, tellement usant qu'à la fin le cerveau lâche et on peut faire des crises. Alors les crises ça se manifeste comment? Ça peut être de l'hyperventilation, comme ça m'arrive souvent quand je suis épuisée du bruit, ça peut être des pleurs, ça peut être des cris, ça peut être un shutdown, c'est-à-dire le fait de complètement se fermer, de plus parler, de plus être capable d'interagir avec son entourage, ça peut être plein de choses en fait qui tout simplement montrent que le cerveau n'est plus apte en fait à interagir correctement avec son environnement parce qu'il est submergé par le désagrément du bruit en fait. Donc ça c'est pareil, typiquement un signe qui montre une hyperacousie dans le cadre de l'autisme, voilà. Ensuite, il y a le fait que, bon voilà, de toute évidence, pour un autiste, le bruit c'est pas juste désagréable, c'est extrêmement désagréable. En fait, c'est une nuisance et surtout ça augmente très très fortement la fatigabilité de la personne. Et comme je vous le dis, on fait pas forcément des crises quand on est autiste, ça peut arriver à des degrés très différents, mais on peut être très hautement fatigué en fait par le bruit, dans le sens où voilà, si vous passez une journée au travail et que à votre travail c'est bruyant, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous pouvez plus avoir de vie de famille. Donc, voilà, moi je sais que voilà, quand je rentre du travail et mon travail par exemple est bruyant, ok je vais pas faire de crise à chaque fois, ok je vais pas rentrer complètement blafarde à chaque fois, heureusement sinon j'aurais changé de travail, mais par exemple voilà je peux plus trop, voilà parfois mon copain il me pose des questions, j'arrive plus trop à lui répondre, j'aime plus trop être touchée, j'ai l'impression que je suis plus vraiment moi-même en fait. Il y a une partie de moi qui s'est évaporée en fait parce que tellement voilà mon cerveau a été consommé par le bruit que finalement ça attaque en fait littéralement mon mode de vie, ma façon de vivre au quotidien etc. Donc ça je pense que beaucoup d'autistes vont se reconnaître là-dedans et encore une fois tous les degrés existent, c'est juste que bah voilà faites attention si vous êtes un neurotypique et que vous entendez un autiste se plaindre du bruit, c'est pas comme vous plaignez du bruit, c'est pas la même chose la plupart du temps, même si certains autistes, je suis bien d'accord, je vous l'ai dit au début, sont moins sensibles au bruit que d'autres, voilà. Il faut toujours le préciser parce que tout existe, voilà. Ensuite, en deuxième grand trait autistique que les neurotypiques ont tendance à sous-évaluer parce qu'ils se disent bah voilà moi aussi j'ai ça en fait, c'est quoi le problème, c'est le truc de l'introversion. Et ça revient énormément, voilà, quand les autistes disent aux neurotypiques bah voilà par exemple moi j'ai vraiment besoin de temps seul en fait, c'est vital pour moi d'avoir ma bulle à certains moments de la journée, d'être dans mon coin, de me consacrer à mes passions, à juste mon bien-être personnel voilà, et de pas être tout le temps en train d'hyper socialiser. Il y a beaucoup de neurotypiques qui vont réagir à ça en me disant bah écoute moi je suis introvertie et c'est pareil en fait. Voilà voilà moi aussi j'ai besoin d'être seule, ça s'appelle juste l'introversion en fait, voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui vont aussi confondre ça, celle-là c'est encore pire hein. Voilà, les personnes qui confondent la timidité, il y a des gens qui confondent l'autisme et la timidité, or ça n'est pas la même chose. Il y a des autistes qui sont hyper extravertis et absolument pas timides et il y a des autistes qui sont au contraire très introvertis, on peut être autiste dans les deux cas.
et c'est absolument pas excluant. Donc l'introversion, ça va se traduire comment en fait chez les personnes neurotypiques. Alors chez les personnes neurotypiques, et j'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet d'ailleurs. Si ce sujet de l'introversion, la différence entre l'introversion et l'autisme t'intéresse, va chercher dans mes vidéos un petit peu plus bas sur ma chaîne, tu trouveras une vidéo entière dédiée entièrement à ça. Donc comme ça tu pourras avoir un peu les détails, mais là je vulgarise, je fais ça un petit peu plus rapidement. Mais chez un neurotypique en fait, l'introversion ça va être une préférence, voilà, ça va être peut-être une façon de fonctionner où on se dit bah voilà, moi je suis plus créatif quand je suis on my own, c'est-à-dire chez moi, seule, moi et moi-même, self-care, etc. Je me recharge pas au contact des interactions humaines, mais quand je suis seule, voilà. Faut savoir que chez les autistes, l'introversion c'est exactement la même chose, voilà. C'est exactement la même chose. Sauf que, et c'est là que c'est vraiment il y a une différence qui intervient. Faut savoir que les personnes autistes, souvent, elles choisissent un peu se mettre dans leur bulle, de se mettre seules, etc. Non pas parce qu'elles ont une préférence, non pas parce qu'elles disent bah voilà, moi je préfère me recharger seule, je préfère passer du temps seule, tout simplement parce que la plupart du temps elles n'ont pas le choix. Voilà. Et quand je dis pas le choix, c'est que si une personne autiste se force à hyper socialiser, à sortir, à voir des gens plus que ce que son corps est en capacité de supporter, voilà, elle peut avoir des crises, elle peut avoir énormément de mal à gérer son quotidien parce que la fatigue prend le dessus en fait, et la fatigue devient handicapante pour gérer son simple quotidien. Il faut savoir que moi par exemple, quand je suis épuisée, je peux plus me faire à manger, je me suis... Alors les amis, oh là là, je fais un petit aparté les amis, ok. Moi j'ai un problème dans mon quotidien duquel j'allais parler justement maintenant, que j'ai beaucoup de mal avec la vaisselle, voilà. Autant faire le ménage dans ma maison, faire la lessive, nettoyer, faire la poussière, tout ça, j'ai pas trop de mal, j'y arrive assez bien. J'y arrive même très bien, voilà. La vaisselle, c'est un autre problème les amis, et vous me direz sur le groupe Facebook si vous êtes d'accord avec moi. Mais le problème dans la vaisselle, c'est que voilà, il y a le facteur, bah ça mouille quoi. Et vous êtes là et il y a les casseroles qui s'entrechoquent, ça fait du bruit, et il y a de l'eau qui gicle sur vous, et à tous les coups, évidemment, vous avez de l'eau sur la manche, du coup vous sentez la manche mouillée sur votre bras. Je déteste les amis, mais mon trauma la vaisselle, vraiment les amis. Alors bon voilà, j'arrête de m'emballer là-dessus, mais j'ai pris une décision et j'espère qu'elle va changer ma vie parce que je viens tout juste de l'installer. Mais j'ai acheté un mini lave-vaisselle, voilà, donc je vous montre voilà, une photo de à quoi ressemble mon lave-vaisselle que j'ai acheté. Et c'est un lave-vaisselle en fait d'appartement qui rentre dans les appartements, qui est conçu pour rentrer dans des camping-cars, donc voilà, c'est un truc compact. Donc voilà, juste pour dire, je reviens à mon sujet. Quand je suis épuisée par exemple, faire à manger, faire la vaisselle et même me laver, voilà, ça devient extrêmement compliqué. Donc j'ai littéralement le lave-vaisselle, je l'ai un peu acheté par nécessité. C'est pas juste parce que c'est pratique ou parce que ça fait gagner du temps ou parce que j'ai la flemme. C'est vraiment parce que autrement ma lave-vaisselle va s'empiler parce que je vais vraiment pas avoir la force de la faire. Et moi je suis angoissée quand c'est le bordel chez moi, et notamment quand la cuisine est sale, ça m'angoisse énormément, voilà. Donc du coup c'était vraiment une nécessité d'acheter ce lave-vaisselle. Encore une fois, vous voyez que on n'est pas dans l'ordre des préférences, on n'est pas dans l'ordre de la flemme, on n'est pas dans l'ordre... C'est vraiment ce truc de... C'est un besoin vital en fait. Voilà. Et il y a aussi autre chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a certains autistes qui ne sont pas introvertis par choix. Dans le sens où il y a des autistes qui ont du mal à se faire des amis, qui aimeraient socialiser plus, qui aimeraient avoir plus de connaissances desquelles ils se sentent proches, mais parce qu'ils ont du mal à créer du lien avec les gens, qui savent pas comment engager une conversation, qui savent pas maintenir du lien social avec des gens, qui savent pas se rapprocher de gens, voilà, de quelque manière que ce soit. C'est des gens qui se retrouvent seuls alors qu'ils l'ont pas choisi en fait. Donc, ça c'est aussi un truc à prendre en compte. Souvent on va dire bah voilà, cette personne elle est introvertie, elle parle pas trop aux gens et tout. Bah peut-être cette personne elle a essayé, elle a juste pas réussi, elle y arrive toujours pas. Donc ça c'est vraiment à considérer aussi, ça n'a rien à voir avec l'introversion. Enfin on peut être introverti et avoir du... tout existe, hein, toutes les combinaisons possibles existent. Mais si, voilà, vous êtes neurodivergent, on vous dit oui mais moi c'est pareil mais je suis introvertie, etc. etc. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de leur parler de qu'est-ce qui se passe si vous socialisez avec des gens.
concrètement, sur le terrain, il se passe quoi? Est-ce que vous arrivez encore à fonctionner le soir quand vous rentrez chez vous? Est-ce que vous faites des crises? Est-ce que votre niveau de fatigue il est tellement élevé que même, je sais pas, mettre un truc au micro-ondes ça vous paraît excessivement fatigant? Voilà, c'est ce genre, parler de ce genre de choses pour que la personne en face elle comprenne que nous on ne parle pas du même souci entre guillemets, on parle pas du même truc en fait. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est la différence, c'est vraiment là. Encore une fois, si tu vas aller voir la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube, tu peux la trouver très facilement en tapant voilà différence autisme, introversion, blabla, je sais plus comment s'appelle ma vidéo du tout, mais tu pourras le trouver très facilement en faisant une petite recherche. Voilà. Ensuite, troisième trait autistique, voilà, qui est souvent confondu avec des traits de neurotypisme classique, voilà. Ils sont souvent confondus avec la normalité en fait. C'est les passions, voilà. Pareil, un autiste pourrait dire à un neurotypique, voilà, moi j'ai des passions démentielles. Hein. La personne neurotypique, elle peut dire, oui, moi c'est pareil, je suis passionnée de chars, je suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale, je vois pas le temps passer quand je joue du violoncelle, voilà, ça fait pas de moi une personne handicapée. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une passion chez un neurotypique? Qu'est-ce que c'est? Je vous ai noté sur un petit bloc-notes là. Déjà, c'est un passe-temps d'exception. C'est-à-dire, c'est pas juste un passe-temps où vous le faites pour vous détendre vite fait, etc. Non, c'est un truc dans lequel vous vous sentez émotionnellement investi, motivé. Quand vous vous levez le matin et que vous pensez à ça, vous êtes en mode oh ouais, trop bien, aujourd'hui je vais aller faire mon cours de poterie, trop bien, aujourd'hui je vais aller à la danse, je vais aller étudier les chars, je vais étudier les dinosaures, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une passion, que ce soit chez les neurotypiques ou chez les autistes, voilà. Ensuite, ça peut être une vocation, hein, ça peut être un truc qui peut vous amener à des projets, à des trucs, voilà, des projets passion, des choses qui vous font vibrer dans la vie, des projets professionnels, etc. Et ça peut être aussi, voilà, tout simplement le fait de ne pas avoir le temps passé et de se dire c'est trop cool ce que je fais. C'est ça une passion, et notamment chez les personnes neurotypiques. Chez les personnes neurodivergentes, tous les mêmes éléments sont présents, c'est-à-dire que ça peut aussi être une vocation, ça peut être aussi un truc, et surtout un truc dans lequel on ne voit pas le temps passer, etc. Tout ça c'est la même chose, sauf qu'il va s'ajouter des éléments qui diffèrent et qui font que c'est plus, finalement ça ne joue pas le même rôle que chez le neurotypique, le fait d'avoir une passion. Déjà, ce qu'on remarque généralement chez les personnes autistes, c'est que les passions elles surviennent beaucoup plus facilement et sur beaucoup plus de sujets. Voilà. Mon copain il a dit un truc dernièrement qui m'a fait un peu rigoler, parce que je trouvais ça rigolo. Il a dit oui, j'ai l'impression que c'est un trait autistique que de se passionner pour des personnages secondaires ou des sujets secondaires ou ce genre de choses, et j'ai trouvé ça assez marrant et assez pertinent, parce qu'effectivement comme les autistes ont tendance à se passionner facilement pour des choses, pour des sujets, on peut se passionner pour des trucs un peu secondaires. Par exemple vous regardez un film, voilà, et en fait ce qui vous passionne c'est peut-être le personnage voilà, qu'on voit peut-être un dixième du temps de l'écran, voilà, mais c'est celui-là qui vous passionne, qui vous obsède le plus, et voilà, et sur lequel vous êtes fan. Mais bref, je reviens à mon sujet. C'est pas un trait qui est commun à tous les autistes. Tous les autistes ne se passionnent pas comme ça, clic-clac-clouc sur chaque sujet qui leur passe sous le nez, bien sûr que non. Mais c'est quand même assez fréquent, voilà, de se rendre compte que les autistes très facilement ils peuvent se prendre de passion pour un truc. Alors ça peut être des passions long terme, ça peut être des passions qui durent pas très longtemps, et il y a aussi des autistes qui n'ont pas spécialement de passion, et ça il faut le dire aussi, hein. Il y a voilà, des autistes qui sont plus, qui préfèrent regarder des objets tournés, ou je sais pas, regarder un mouvement régulier d'un objet ou ce genre de choses, et qui en fait n'ont pas forcément des passions où il faut emmagasiner plein d'informations, etc., etc. Encore une fois, il y a beaucoup de profils qui existent à ce niveau-là. Voilà. Deuxième point que j'avais noté qui est propre aux autistes, c'est que les passions c'est un besoin vital. C'est pas juste un truc qui fait passer le temps et yes c'est cool. C'est vraiment, il y a des autistes qui peuvent pas vivre sans leur passion, dans le sens où si on leur enlève leur passion, ils peuvent faire des crises d'angoisse, ils peuvent tomber en dépression, ils peuvent se sentir réellement mal et complètement déconnectés du monde. C'est indispensable pour certains autistes que d'avoir une passion pour plusieurs raisons. La première raison c'est évidemment que voilà, quand on n'est pas très à l'aise avec le social et qu'on passe beaucoup de temps seul, parce que soit par choix, soit parce que juste on n'a pas le choix, parce qu'on n'y arrive pas tout simplement, du coup il faut se retrouver seul avec soi-même, et avec soi-même il faut bien s'occuper, il faut bien
bien faire des activités. Et donc les passions jouent ce rôle en fait de voilà, de compagnie en fait. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, alors après il y a aussi le cas des autistes qui sont très intelligents, qui ont un QI peut-être au-dessus de la moyenne. Je tiens à préciser que c'est pas le cas de la majorité des autistes, hein, voilà. Mais les autistes qui ont un QI, qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement, etc., ils trouvent ça via les passions. Il y a aussi le fait que les passions, c'est quelque chose, quand vous connaissez bien votre sujet, que vous êtes à fond dans un truc, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes passionné des dinosaures et vous connaissez plein de trucs sur les dinosaures parce que vous êtes passionné, mais en fait ça vous rassure parce que c'est un truc prévisible, c'est un truc que vous maîtrisez en fait. Et moi par exemple, ça me le fait avec le chant lyrique, et moi je sens que quand je chante bien, quand j'ai bien travaillé ma voix, que j'ai bien travaillé mes partitions et que je chante et que tout se passe bien à mon cours avec ma prof, etc., je me sens dans une situation où je contrôle les choses en fait, je me sens en contrôle. Et les autistes ont énormément besoin de ce sentiment de contrôler, de sentir que c'est prévisible, qu'on a la main sur les choses, parce que encore une fois les autistes sont très sensibles à l'imprévu. Les passions, ça joue ce rôle là de stabilisateur, de dire ça c'est sous contrôle, je contrôle la situation, je l'ai en main, etc. Donc si vous connaissez tout sur les dinosaures et que vous vous sentez un expert dessus, déjà ça vous donne confiance en vous, et ça c'est très important quand on est différent, mais en plus ça vous donne ce sentiment, voilà, de maîtriser en fait quelque chose, d'être au règne de quelque chose dans votre vie. Et c'est en ça que c'est aussi important d'avoir des passions quand on est autiste, voilà. Et ensuite, ça c'est pareil, c'est pas tous les autistes pareil, hein, c'est certains autistes, pas tous, mais il y a des autistes qui se passionnent pour des sujets un peu bizarres. Donc il y en a qui se passionnent pour peut-être les dates, les plaques d'immatriculation, voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a un proche autiste qui est passionné par les cartes de métro, voilà. Et qui sort en pleine nuit pour aller voir les cartes de métro dans Paris, hein, donc c'est des trucs comme ça un peu bizarres. On a noté que souvent chez les garçons il y avait une plus forte tendance visiblement à avoir ce genre de passion chelou, mais une fille peut totalement se passionner pour des cartes de métro aussi. On se pose encore la question de pourquoi, est-ce que ce serait un truc sociétal dans le sens où les filles elles auraient pas le droit en fait de se passionner pour des trucs bizarres parce qu'elle sera tout de suite jugée, alors qu'un garçon on se dit bon bah whatever. On sait pas si c'est ça ou si c'est un truc vraiment purement lié au fait qu'on a de sexe masculin ou féminin. Bon bref, la recherche c'est encore à ce sujet, mais ouais, tout ça c'est passionnant, voilà. Et puis évidemment, et ce sera mon dernier point, les passions chez les autistes sont souvent beaucoup plus intenses que chez les personnes neurotypiques. Alors évidemment à ne pas généraliser, parce qu'il y a des neurotypiques qui sont des passionnés corps et âme, voilà, bien sûr, mais chez les autistes il y a plus cette tendance à la passion démentielle en fait, vraiment c'est un délire total, on a envie de tout collecter, toutes les informations sur le sujet, on veut passer tout son temps là-dessus, etc. C'est souvent beaucoup plus démentiel que chez les personnes neurotypiques. Et c'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo d'une vlogueuse que j'aime beaucoup, voilà, et qui disait, je vous mets son lien ici, voilà, sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup cette vlogueuse, que je fais mon ménage en sa compagnie et c'est très agréable, voilà, j'aime beaucoup. Et en fait elle disait, elle avait un discours très important par rapport aux passions de ses enfants, et elle disait voilà, par exemple, bah moi mon fils il est fan de Pat' Patrouille, et bah moi j'ai envie d'encourager ça, du coup je lui achète plein de jouets Pat' Patrouille, je lui achète un anniversaire sur le thème de Pat' Patrouille, des ballons Pat' Patrouille, bref. Et pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'il y a que quand on est enfant qu'on vit, que notre cœur peut battre comme ça pour une passion. Et c'est marrant qu'elle dise ça parce que bah déjà je pense que c'est pas vrai. Je pense que même en tant qu'adulte, il y a certains adultes qui sont tellement passionnés que leur cœur peut battre pour une passion, tellement ils sont surexcités de vivre leur passion. Mais c'est surtout que quand on est autiste, voilà, bah c'est très fréquent en fait. Moi quand je vais à Disneyland, mon cœur bat, parfois j'ai envie de pleurer. Quand j'ai vu par exemple le film Heidi, je vous mets l'affiche, etc. Voilà, elle est juste ici. Le film Heidi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je suis passionnée par la nature, par les paysages qui sont présentée dans ce film. Moi tous les jours je vis ça en fait, et quand elle disait que c'était un truc réservé aux enfants, je me dis mais non. Voilà, et ça peut être aussi une différence qu'il y a entre les passions des neurotypiques et les passions des neurodivergents. C'est que les neurodivergents ont des passions qui, ça va au-delà de juste passer du bon temps sur ce qu'on aime, c'est vraiment le cœur qui bat, les émotions qui montent, les pleurs, les rires, ce genre de choses, l'estime, les machins. Donc voilà, ça peut être, ce sera mon dernier mot, mais en tout cas je l'adore cette youtubeuse, donc voilà, donc allez la voir. Je me souviens plus du nom de sa chaîne YouTube, je voulais pas dire une bêtise, c'est pour ça que je n'ai pas dit le nom à haute voix, que je me l'affiche, voilà, parce
que je suis tellement de chaînes YouTube en ce moment que les noms se mélangent dans ma tête et j'ai peur de dire une énorme connerie. Donc voilà, allez, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve très vite. Ah, les amis, juste avant qu'on se quitte, pour ceux que ça intéresse, je fais le Black Friday sur mon Podia, sur mon site Podia. Si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, bah du coup écoutez bien, je vais sortir une vidéo au moment où ce sera disponible, mais mes ateliers seront à un prix plus bas que jamais. Je ferai jamais un prix aussi bas à une autre occasion, donc ce sera le moment d'en profiter. Ce sera à l'occasion du Black Friday le vendredi. Sur ce, je vous dis à très très vite.